Bonjour tout le monde. Nous allons attendre quelques instants avant de démarrer. Donc, vous êtes bel et bien sur le webinaire sur les groupes de travail citoyens. Bon. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Je m'appelle Bill Stringfellow et je suis le chef du projet Résilience et croissance économique au Sahel, Résilience renforcée, Régis ER, et je suis basé à Niamey. Ce webinaire sur les groupes de travail citoyens est le quatrième et dernier webinaire organisé par NCBA Clusa, l'ONG qui est le chef de file du consortium de mise en œuvre de Régis ER, en étroite collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international, USAID, et le projet Sahel Collaboration et Communication, SCC. Le but des 4 webinaires est de marquer la clôture du projet en abordant quelques questions clés relatives à la résilience et aux leçons apprises lors de Régis ER. À titre de rappel, Régis ER fait partie de la première phase de l'initiative Résilience au Sahel renforcée, RISE, qui est financée par l'USAID et qui s'attaque aux causes profondes de la vulnérabilité persistante au Burkina Faso et au Niger, dans le but de briser le cycle des crises humanitaires récurrentes. En ce qui concerne le programme de ce webinaire, notre modérateur prendra la parole dans quelques instants pour introduire les 4 panélistes qui feront de brèves présentations sur les groupes de travail citoyen. Ces présentations seront suivies d'une courte vidéo, d'une discussion par les panélistes, d'une séance questions-réponses et enfin de quelques dernières remarques. Et voici quelques informations concernant le déroulement du webinaire. Les anglophones peuvent suivre le webinaire en anglais. Il suffit de cliquer sur le bouton « Interprétation » en bas à droite de votre fenêtre Zoom pour passer à la chaîne en langue anglaise. La durée de ce webinaire est de 90 minutes. Vos micros et vos caméras sont désactivés. Veuillez taper vos questions dans la case « Questions-réponses » à tout moment. Vos commentaires sont également la bienvenue. Les panélistes répondront à autant de vos questions que possible au cours de notre séance de questions-réponses. S'il y a des questions auxquelles les panélistes n'auront pas le temps de répondre, nous vous enverrons ultérieurement un mail avec les réponses à ces questions. Je voudrais maintenant passer la parole à M. Doudou Ndiaye, notre modérateur. Merci beaucoup, Bill. Je m'appelle Doudou Ndiaye, je travaille à l'USAID, au bureau régional pour le Sahel, et je suis le spécialiste de l'agriculture. En même temps, j'ai suivi le projet pour le compte de l'USAID pendant près de 5 ans. J'étais là à Djamena et ensuite j'étais le IOA, donc le responsable du projet au niveau de l'USAID. Aujourd'hui, nous abordons un thème extrêmement important. Vraiment, au plus haut niveau à l'USAID, j'ai eu des discussions et tout le monde apprécie cette approche des groupes de travail citoyen.
Moi-même, dans mon expérience personnelle, j'ai eu à faire des visites de terrain, des missions de contrôle de terrain. Et chaque fois que j'en ai eu l'opportunité, j'ai discuté avec les maires sur l'importance de ces groupes de travail citoyen. Et les réponses sont unanimes. Tous sont vraiment d'accord que c'était le chaînon manquant, ce qui leur manquait par rapport aux administrés. Entre le maire, le conseil municipal, la mairie et les populations, il y avait quelque chose, un chaînon manquant dans le passage de l'information, aussi bien de la mairie vers les populations, mais aussi des populations vers la mairie. Donc aujourd'hui, on va discuter un thème très, très important. Et ce thème, pour le discuter, nous avons 4 panélistes. Je vais les présenter dans l'ordre, parce que présenter en français et en anglais, ça pose problème. Je vais les introduire donc dans l'ordre qu'ils vont faire leur présentation pour mieux partager leur expérience qu'ils ont dans ces groupes de travail citoyen. Le premier qui va intervenir sera M. Abdelrahman Lawali. Lawali est un spécialiste de la gouvernance. Il a plus de 14 années d'expérience, dont 4 avec les gestionnaires. Donc, il a encadré l'équipe qui a vraiment travaillé sur cette approche gouvernance et cette approche de groupe de travail citoyen. Donc, il a démontré une expérience qui a renforcé les capacités des municipalités et des organisations. Et il a aussi donné des outils pour faciliter en matière de planification, de budgétisation et de transparence et de participation. À la suite de Lawali, Madame Aïe Abachi, épouse Ladoua, qui a rejoint RICR en 2017 en tant que directrice technique. Et elle était chargée des aspects des programmes de RICR, y compris l'élaboration des stratégies de durabilité. Donc, elle est spécialisée en mise en œuvre des projets, en suivi, évaluation, en analyse des résultats. Elle utilise également ses connaissances et l'expérience de savoir-faire pour améliorer les résultats du projet. Aïe travaille depuis plus de 35 ans sur la question du développement économique, social, politique des groupes vulnérables, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, et sur de nombreux projets. Elle est économiste et spécialiste de la planification du développement de formation. Elle est également experte en gouvernance et genre. C'est pourquoi aujourd'hui, on a besoin de son expertise. Nous avons également la grande chance d'avoir un acteur de terrain, monsieur le maire. Parce que, comme je l'ai dit dans mon introduction, chaque fois que j'ai eu l'opportunité, j'ai essayé de discuter avec les maires sur l'opportunité d'avoir ces groupes de travail citoyen. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir monsieur le maire de la commune de Sammentenga. C'est dans la région Sammentenga, c'est dans la région du centre-nord, qu'on appelle aussi région d'Akaya pour les gens, et c'est le maire de Bassaroglo. C'est un enseignant qui est à la retraite depuis 2018 et qui va également nous donner son expérience sur cette action, cette approche de groupe de travail citoyen, mais également, je sais que beaucoup de questions vont porter sur la durabilité. Le ICR va faire le close-out, la fermeture du projet, ce sera mercredi prochain, Inch'Allah. Donc, monsieur le maire, prépare-toi à avoir beaucoup de questions sur vraiment la durabilité maintenant de cette approche. Le maire, c'est un officier de l'ordre national, de l'ordre du mérite. Et notre dernier panéliste, qu'on a coutume d'appeler monsieur le président, il s'appelle Abdou Diouf. Bon, il est le secrétaire exécutif fondateur de l'ONG sénégalaise Eau, Vie et Environnement. C'est un juriste environnementaliste. Et il est vraiment spécialisé dans la gestion des ressources naturelles, les droits de l'environnement, les droits des politiques de l'eau, la décentralisation, la gouvernance locale, la gestion des produits chimiques et des déchets solides urbains. Il travaille également en ingénierie sociale des projets de développement, eau, assainissement, nutrition, santé, déchets. Mais on a également la chance qu'il ait réalisé des études sur les groupes de travail citoyen. Il a aussi bien fait au Sénégal
que pour Régis ER. Et nous vraiment espérons maintenant, attendons en tout cas à ce qu'il nous éclaire au niveau de cette importante discussion. Bon, maintenant, dans l'ordre que je les ai présentés, je demande aux panélistes maintenant je les ai introduits, je leur demande de faire leur présentation. Merci. Merci, M. Doudou. Comme vous l'avez dit, j'ai l'honneur de présenter la première partie de la présentation qui concerne la définition du groupe de travail citoyen, le fonctionnement du groupe de travail citoyen et enfin, pour moi, la responsabilité en termes de dialogue et responsabilité entre le groupe de travail citoyen et le gouvernement local. Par rapport à la définition du groupe de travail citoyen, nous retenons que le groupe de travail citoyen est une organisation de la société civile qui opère au niveau communal et qui sert à relier les communautés au conseil municipal et pour faciliter la communication entre les deux niveaux. En vue, pourquoi cette communication? En vue des solutions durables visant à renforcer la résilience des communautés à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Comme vous le voyez, c'est donc une plateforme participative et inclusive de comités locaux de développement, comme on les appelle au Niger, et de conseils villageois de développement, comme on les appelle au Burkina Faso. Et c'est une initiative qui est mise en place avec l'appui de NCBA Plouza. Maintenant, comment les groupes de travail citoyen fonctionnent? Après avoir passé à revue cette définition, comment le groupe de travail citoyen fonctionne? Next. Merci. Le fonctionnement du groupe de travail citoyen est articulé comme suit. Comme nous le voyons dans le graphique qu'il y a devant nous, le groupe de travail citoyen est dirigé par un bureau exécutif qui est élu effectivement par ses membres dont j'ai évoqué tout à l'heure, à savoir le comité local de développement pour le Niger et le conseil villageois de développement pour le Sénégal. Ce sont ces membres qui élisent le bureau du groupe de travail citoyen. Et ce bureau a un mandat renouvelable une seule fois. Le bureau du groupe de travail citoyen est également appuyé par ce que nous appelons les commissions spécialisées. Quel rôle elles jouent ces commissions spécialisées? Elles servent à doter le groupe de travail citoyen de compétences techniques qui sont utilisées pour la consolidation et la mise à l'échelle des activités. Ceci dit, dans la mise en œuvre de ces activités, qu'il s'agisse des activités de supervision, des activités de coordination, des activités de mobilisation des ressources, des activités aussi de partage d'informations, de son rapport d'activité, le groupe de travail citoyen interagit avec d'autres acteurs, pas seulement avec le conseil municipal et ses membres, le comité local de développement et le conseil villageois de développement. Il interagit avec d'autres catégories d'acteurs qui sont devant nous, à savoir les partenaires techniques et financiers, les prestataires de services, les services techniques municipaux qui sont au niveau des communes, mais aussi les services techniques déconcentrés de l'État. Les services techniques déconcentrés de l'État avec lesquels le groupe de travail citoyen travaille beaucoup plus, ce sont les services techniques de l'hydraulique, ce sont les services techniques de l'agriculture, ce sont les services techniques de l'élevage, ce sont les services techniques de la santé et de l'environnement. Tout ça donne une idée des domaines dans lesquels qui abordent le fonctionnement du groupe de travail citoyen. Alors, pour quelle finalité le groupe de travail citoyen interagit avec ces différentes catégories d'acteurs, que ce soit ses membres, que ce soit le conseil municipal, que ce soit les services étatiques ou non étatiques, que ce soit les partenaires financiers. Alors, la finalité recherchée ici, à travers ces interrelations, est d'aider les communautés à accroître et diversifier, comme vous le voyez en bas du graphique, leurs moyens de subsistance. Ces interrelations aussi visent à mettre en place, à assurer une gestion durable des ressources naturelles. Ils servent également à
permettre aux communautés d'avoir une meilleure santé, une meilleure nutrition au niveau communautaire. Voilà en ce qui est de cette chaîne de fonctionnement et des interactions entre les groupes de travail citoyen et les partenaires qui sont là, internes et externes de la commune. Maintenant, après le fonctionnement, nous allons voir maintenant quel dialogue le groupe de travail citoyen entretient avec le gouvernement local et pour quelles responsabilités. On peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Prochaine diapo. Merci. Donc, la troisième diapo qui est là devant nous, elle parle, elle, des dialogues et des responsabilités entre le groupe de travail citoyen et le gouvernement local, notamment le conseil municipal. Et ce dialogue et cette responsabilité qui est partagée est essentiellement axée au niveau de la communication. La communication à deux voix. C'est une communication à deux voix entre, d'une part, qui part d'une part du conseil municipal aux communautés, aux villages, mais aussi du village au conseil municipal. Donc, c'est pour cela que nous l'avons appelé une communication à deux voix. Et cette communication à deux voix est essentiellement axée autour de la coordination et la mise à l'échelle des activités de résilience. Elle est essentiellement articulée autour de la redevabilité, étant donné qu'ils sont en contrat, qu'ils ont contracté entre eux. Il y a une question de redevabilité aussi à des niveaux. Des questions de compte rendu, d'alerte. Tout ça qui sont des outils extrêmement importants pour le conseil municipal en vue de prendre de bonnes décisions. C'est la base des comptes rendus, c'est la base des données qu'il collecte et qu'il transmet au conseil municipal. Le conseil municipal arrive à prendre de bonnes décisions et adresser les préoccupations de la communauté. Aussi, au-delà de la communication des besoins de la communauté au conseil municipal, il y a la question de plaidoyer. Le travail ne s'arrête pas là. Le groupe de travail citoyen mène des plaidoyers pour une meilleure prise en compte par le conseil municipal essentiellement des préoccupations de la communauté. Qu'il soit pris en compte dans son plan de développement communal, qu'il soit pris en compte dans son PDC, mais également qu'il soit mis en œuvre. Donc, voilà le type de plaidoyer que le groupe de travail citoyen mène auprès du conseil municipal. Il y a ce qu'on appelle le relais d'information. Le relais d'information, ça peut prendre naissance à partir du conseil municipal qui souhaite communiquer certaines informations au village. Et donc, de plus en plus de conseils municipaux passent par le groupe de travail citoyen pour communiquer ces informations au niveau des communautés. Nous avons ensuite un autre point non moins important qui est la mise en relation avec les secteurs privés. Cette mise en relation concerne beaucoup plus la mise en relation de communautés avec les agents prestataires de services dans divers domaines de la résilience, dont nous appelons les agents prestataires de services, qui peuvent s'agir dans le domaine de la santé, les femmes vaccinatrices, dans le domaine de l'hydraulique avec les artisans réparateurs, tout ça pour aider les communautés à prendre en charge les préoccupations qui sont leurs, en vue d'assurer leur résilience, en vue de répondre aux besoins qu'ils ont de surmonter ou de résoudre telle ou telle difficulté qui les préoccupe. Je suis à la fin de ma présentation. Je passe la parole à Madame Aïe Abarchi. Je vous remercie. Aïe, vous avez la parole. Nous avons un petit souci de connexion, certainement elle arrive. Ça va aller, mais c'est gérable. Excusez-moi, donc c'était le micro. Je disais, j'ai remercié donc Abdraman, je remercie le modérateur et je disais que je disais bonjour donc aux participants et participantes à ce webinaire.
Et l'honneur me revient donc pour partager avec vous quelques résultats de la performance des groupes de travail citoyens ainsi que les preuves de la continuité de leur dynamisme, donc de leur durabilité. En ce qui concerne les résultats, il y a lieu d'affirmer ici que les groupes de travail citoyens contribuent de manière significative à la consolidation et au renforcement de la résilience communautaire et communale. En effet, par le biais du suivi et de la coordination des activités, les groupes de travail citoyens ont porté en moyenne le taux de réalisation des indicateurs de durabilité des activités de projet à plus de 100%. De nouveaux villages sont bénéficiaires des activités de résilience. Là, à titre de rappel, il faut dire que le projet a transféré la compétence du suivi et de la coordination des activités au groupe de travail citoyen depuis 2017. Et après donc, évaluation, tous les indicateurs que le projet s'est donné sont atteints en moyenne à plus de 100%. Aussi, par le biais de la mise en place de nouveaux comités locaux de développement, de nouveaux comités de jeunes, de nouveaux sous-groupes en lien avec les activités à succès, notamment les groupes mère à mère, les groupes de mobilisation de l'épargne interne, les groupes de récupération des terres dégradées, pour ne citer que cela. Les groupes de travail amènent les communautés à se doter de compétences qui autonomisent donc, qui les autonomisent dans une meilleure structuration et qui les amènent à faire un diagnostic qui cadre avec leur réalité et qui les amène aussi à une expression des besoins réels et à développer des initiatives locales autour desquelles elles mobilisent les ressources locales et ou externes. À titre d'exemple, en 2020, grâce au travail donc de groupes de travail citoyen, il y a eu 79 comités locaux de développement qui ont été mis en place au Niger, 74 comités de jeunes, 174 groupes de mère à mère, 51 nouveaux sites au profit des femmes, 66 jardins communautaires et environ 2500 hectares au niveau desquels donc ont été introduites de nouvelles techniques culturelles ou des pratiques de conservation des eaux et des sols et protection et restauration des sols. Et aussi, grâce donc à la performance des groupes de travail citoyen, il a été émis au moins 700 émissions radiophoniques sur la prévention et la protection du COVID-19 et la promotion du système de lavage de mains adapté à chaque communauté. Aussi, il y a eu des infrastructures qui ont été construites grâce toujours à la performance des groupes de travail citoyen, notamment des infrastructures liées à la santé et les classes, et pour ne citer que cela. En plus, les groupes de travail citoyen ont contribué à la mobilisation d'environ 1,340 milliard de francs CFA en fin 2020 par les conseils municipaux pour la mise en œuvre des activités de résilience. En effet, ils ont été, donc les groupes de travail citoyen ont été à l'avant-garde de la prise en compte des actions de résilience dans le processus de révision des plans de développement communaux pour le Niger et plans communaux de développement au niveau du Burkina Faso, et ils ont été un support d'aide à décision pour les conseils municipaux, comme le Wali l'a dit dans son intervention. En effet, enfin, les groupes de travail citoyen contribuent au règlement des conflits par le biais, notamment, des conflits par le biais de médiation sociale. En ce qui concerne En ce qui concerne donc la durabilité ou l'espoir que le dynamisme des groupes de travail citoyen va continuer même après le projet, donc nous avons appliqué 4 principaux critères pour apprécier cela. Et ces 4 critères sont les suivants, donc les capacités opérationnelles et de gouvernance interne, les capacités de plaidoyer et de mobilisation des ressources financières, les initiatives de mobilisation des ressources et la nature et la qualité des relations avec les parties prenantes. En ce qui concerne le premier critère là, à ce niveau, donc pour pouvoir mieux évaluer le niveau de durabilité donc, de ces
des groupes de travail citoyen, nous avons appliqué aussi à ce niveau des sous-critères, notamment le critère en lien avec la mise en œuvre d'un plan d'action, la structuration, la tenue de réunions, la production et le partage des rapports. À ce niveau, la totalité des groupes de travail citoyen qui ont été mis en place remplissent cette condition. L'autre sous-critère du premier critère, c'est l'utilisation de nouvelles technologies pour collecter et partager les informations et poursuivre et coordonner les activités. À ce niveau, 69% des groupes de travail citoyens remplissent, donc satisfaisent à ces sous-critères. Il y a aussi le dernier groupe de sous-critères par rapport au premier critère, c'est l'existence des compétences humaines et des capacités logistiques et matérielles pour accompagner les groupes de travail citoyens à accomplir sa mission. Et à ce niveau, au moins 80% des groupes de travail citoyens remplissent ces sous-critères. Ils disposent d'ordinateurs, ils disposent de moyens de déplacement, notamment les motos, ils disposent de matériel et des équipements. Et ils disposent aussi d'un local qui leur a été attribué par les différentes communes. Ils sont basés au niveau des communes. En ce qui concerne le deuxième critère, les capacités de plaidoyer et de mobilisation des ressources financières et matérielles, à ce niveau, il faut noter que 81% des groupes de travail citoyens font des démarches et négocient pour faire acquérir aux communautés des biens et des services dont l'accès leur était difficile, notamment en ce qui concerne les femmes et les jeunes. Ils ont plaidé auprès des communes pour obtenir l'inscription de lignes budgétaires en faveur de la mise en œuvre des activités et auprès aussi d'autres acteurs pour résoudre des problèmes d'occupation des espaces aménagés à des fins bien précis. Ils mobilisent aussi des fonds et du matériel pour réaliser des ouvrages, notamment les centres de santé, les classes, et comme je l'ai dit dans le volet résultat. Enfin, ils mettent en relation des acteurs avec les communautés, comme Laoli l'a dit, l'exemple des agents prestataires qu'ils mettent en relation avec les communautés pour pouvoir approcher certaines prestations et certains services au niveau communautaire. Le troisième critère relatif aux initiatives de mobilisation des ressources, à ce niveau, il faut dire que 94% des groupes de travail citoyens ont instauré le paiement d'une part sociale et une cotisation annuelle et 50% d'entre eux ont exécuté au moins un contrat de prestation de services. Le quatrième critère relatif à la nature et la qualité des relations avec les parties prenantes, il faut dire que 100% des groupes de travail citoyens maintiennent un dialogue agissant avec l'exécutif communal et les communautés et au moins 50% d'entre eux participent au processus de mise en œuvre des initiatives d'appui à leur communauté. Et voilà l'économie donc de ce que je prévu de partager avec vous en attendant les questions. Je vous remercie et je passe la parole à notre illustre invité, panéliste, troisième panéliste qui est M. le maire de Barça-Logo. Monsieur le maire, la parole est à vous. Merci encore. Bien, merci. Bonjour à tous les participants et à toutes les participantes. J'ai donc l'honneur de partager avec vous l'expérience du groupe de travail citoyen dans notre commune, la commune de Barça-Logo. Alors, il faut d'abord dire que le groupe de travail citoyen est une initiative du NCD Clousa qui répond à la volonté communautaire pour impulser le développement local à la base. Alors, les membres de ce groupe-là sont généralement les représentants de la communauté, c'est-à-dire les représentants des comités villageois de développement. Alors, à ce titre, au niveau de notre commune, le groupe de travail citoyen est un partenaire privilégié pour le fonctionnement du conseil municipal et pour ses activités de développement dans la commune. C'est une instance, c'est une structure consultative, une structure d'exécution, de coordination et de suivi, non seulement pour la mise à l'échelle des activités à succès que nous nous sommes engagés à pérenniser, mais aussi de toutes les activités de développement de la commune.
Il faut noter qu'à cet effet, la commune leur a trouvé un siège et que nous avons pu équiper par le biais avec l'appui de l'EJCR qui nous a cédé du matériel et aussi des motos pour leur permettre d'être mobiles. Alors, depuis le départ de l'EJCR en 2019, le GTC participe tout d'abord, à chaque fois que besoin est, l'élaboration du budget communal. À ce titre, comme ils émanent directement de la communauté, ils ont toutes les informations concernant les préoccupations et les besoins des populations à la base. Ils participent aux sessions du conseil municipal. Ils sont impliqués dans les plaidoyers du conseil municipal pour la mobilisation des ressources et aussi pour la perception des taxes, la mobilisation des ressources propres de la commune. Ils sont naturellement chargés du suivi, ils suivent les activités à succès dans les communes. Il faut se dire qu'à ce niveau, il y a dans 16 villages de la commune, ils suivent des activités à succès qui sont en train de faire tache d'huile, qui s'élargissent à tous les villages environnants. Alors, ils ont contribué à la mise en réseau des APS, que ce soit au niveau de l'hydraulique ou bien au niveau du développement rural, c'est-à-dire au niveau de l'agriculture. Ces APS-là travaillent en étroite collaboration avec les GTC. Et actuellement, le groupe de travail citoyen participe avec le conseil municipal à l'élaboration du plan de contingence. Il faut se dire que notre situation est particulière, comme vous le savez, depuis 2018 plutôt, nous vivons une situation d'insécurité. À nos jours, nous avons plus de 87 947 déplacés dans notre commune. Et dans le cadre de la gestion de ces déplacés-là, le GTC est fortement impliqué dans toutes les actions qui vont vers les déplacés. Alors, c'est le groupe de travail citoyen qui s'est chargé de l'accueil, du recensement des déplacés par village, puisque les membres, dans chaque village, il y a un membre du groupe de travail citoyen, et aussi à la distribution des aides humanitaires, en termes d'abris, en termes de kits, en termes d'aliments. Le groupe de travail citoyen est impliqué, en tout cas à tous les niveaux, dans la gestion des déplacés. Ils sont membres à part entière du comité départemental de secours d'urgence et de réhabilitation, que nous appelons tous CODESUR. Vous savez, au niveau du Burkina, c'est cette structure qui est chargée de l'humanitaire. Alors, il faut savoir que l'insécurité chez nous est doublée de l'épidémie à coronavirus, a vraiment freiné l'élan de développement dans notre commune. Et cela se traduit par la réduction drastique des ressources propres de la commune, puisque certains marchés ne fonctionnent plus. L'immobilité des populations fait que certaines activités sont en berne, et aussi la non-production des populations. Parce que toutes ces forêts qui ne sont plus sécurisées, les populations n'arrivent plus à produire. Ensuite, il y a la suspension ou l'annulation des activités de développement, d'abord par l'État et aussi par des ONG des ONG partenaires. À notre niveau, bien sûr, il y a le retard d'exécution des activités prévues, des activités de développement prévues, parce que les prestataires sont très hésitants à venir sur le terrain. Alors, à ce niveau, quelles sont les leçons apprises par rapport à depuis 2019 que nous travaillons en étroite collaboration avec les GTC? Alors, on peut résumer ça en 4 points. Il faut se dire que les compétences endogènes au sein du groupe de travail citoyen est un levier pour la mise à l'échelle des activités à succès et bien d'autres activités. Ensuite, il y a la responsabilisation des groupes de travail citoyen
qui favorise une appropriation communautaire et une redevabilité entre acteurs du développement. Ensuite, le groupe de travail citoyen est une alternative, en tout cas d'intervention en situation d'insécurité ou de catastrophe naturelle. Parce que sans ce groupe de travail citoyen, je crois que nous aurons eu de sérieux problèmes pour gérer les déplacés qui sont dans nos communes en ce moment. Alors, quelles sont les perspectives dans la durabilité de fonctionnement de ce groupe de travail citoyen? Alors, notre PCD est en tout cas en train de s'expirer. Excusez-moi. Donc, le groupe de travail citoyen est un acteur privilégié, en tout cas dans la relecture de notre PCD qui va démarrer certainement dans le mois de mai. Ils vont élaborer un nouveau plan d'action parce que le premier plan d'action a eu quelques problèmes compte tenu de la situation d'insécurité. Mais ils vont réactualiser un nouveau plan d'action en prenant en compte, bien sûr, l'insécurité, en prenant en compte la cohésion sociale. Et ils participeront à la mobilisation des ressources par des plaidoyers avec le conseil municipal. Ensuite, ils sont chargés de suivre les activités du conseil municipal, les activités de développement. Et ils vont toujours attirer notre attention sur la réalisation de telle ou telle autre activité dans tel ou tel autre village. Nous nous préparons à organiser un cadre de concertation communale que les groupes de travail citoyen seraient un acteur principal à cette activité. Et de manière générale, tous les ONG, tous les projets qui viennent dans notre commune sont accompagnés et seront appuyés par le groupe de travail citoyen, ce qui leur permet aussi de fonctionner parce que les prestations qu'ils vont faire vont certainement permettre de les prendre en charge, de permettre d'avoir leur carburant. Mais pour le moment, le conseil municipal, en tout cas, a prévu donner des frais de fonctionnement à ce groupe de travail citoyen afin qu'ils jouent pleinement leur rôle dans la commune de Barcelone. Voilà de manière ramassée ce que j'avais à partager avec vous. Et en attendant vos questions, je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je passe la parole à monsieur Abdou. Monsieur Diou, vous avez la parole. Mon micro. Merci beaucoup, monsieur Ndiaye, modérateur de cette session. Je voudrais d'abord remercier Régis Ayer de m'avoir encore fait confiance pour participer à cet échange très enrichissant. J'ai bien suivi les communications antérieures. C'est vrai qu'il m'a été demandé il y a une année, ça fait 1 an, de venir dans les 2 pays, au Niger et au Burkina Faso, pour justement regarder le travail qui a été fait en direction des GTC. Et quand nous venions, nous avions, en fait, l'idée c'était d'évaluer un peu la question de la durabilité des GTC dans la coordination et la mise en œuvre des initiatives de résilience au niveau communal. Et nous avions identifié 2 dimensions importantes à regarder. La première, c'était d'abord quelle est l'efficacité et le potentiel de durabilité des GTC dans la coordination et la mise en œuvre des initiatives de résilience. La deuxième dimension que nous avons regardée, quelles étaient les capacités d'interaction des GTC avec les autres parties prenantes du système de gouvernance locale de la résilience. Alors, donc, je constate, avec beaucoup de bonheur d'ailleurs, les communications précédentes ont confirmé beaucoup de constats que nous avons eus sur le terrain.
D'abord, la communication de Madame Aïe, qui est revenue un peu sur les résultats observés sur le terrain, mais également celle du maire de Barcelogo, que je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer lors de mon passage, pour des raisons évidentes qu'il a citées un peu vers la fin, la question sécuritaire. Alors, dans cet exercice, on me demande de partager quelques leçons apprises. Et je dois dire que j'en avais relevé plusieurs. Mais l'idée peut-être, c'est de partager 4 à 5 leçons apprises, dont certaines ont déjà été rappelées par monsieur le maire. C'est d'abord cette démarche de responsabilisation des acteurs locaux à travers le GTC. Nous l'avons souligné avec force d'ailleurs dans notre rapport analytique. Effectivement, nous avons pu constater, et c'est une leçon que nous avons tirée, que la responsabilisation, l'approche de contractualisation est un facteur de renforcement du dynamisme local en termes de prise en charge des questions de résilience au niveau local, notamment par le GTC en lien avec le conseil local. Mais une autre leçon que nous avons effectivement notée, c'est le fait d'avoir créé une masse critique de capacité locale, technique, au sein du groupe citoyen, justement à favoriser la mise à l'échelle des activités à succès. Et ça, c'est une dimension très importante que je pense les conseils locaux, depuis que le maire de Barcelogo, effectivement, ait compris que le GTC est plus un allié en termes d'outils techniques, mais aussi d'accompagnement pour la mobilisation des ressources. Donc, la présence de capacités techniques locales, à mon sens, est une dimension très importante qu'il faudra renforcer. Au-delà du projet Régis Air, comment faire pour que le conseil local, en lien avec les services techniques qui sont dans sa commune, continue à assurer cette formation continue, permanente, des acteurs locaux dans les différents domaines qui sont les domaines d'intervention des GTC. La troisième leçon apprise que nous avons en tout cas retenue, c'est que, en réalité, le leadership local reste une dimension importante qui permet justement d'arriver à produire des effets de changement au niveau de la communauté, surtout en direction des femmes et des jeunes. Et cela a été perceptible dans toutes les zones où nous sommes allés sur le terrain, notamment à Guidambrunji, dans la zone de Tillabéri, mais également les échanges qu'on a eus avec les acteurs au niveau du Burkina. Donc, la question du leadership local, notamment des groupes de travail citoyen, est une dimension importante. Mais elle a besoin d'être encadrée et renforcée, surtout en direction du conseil local, qui, en réalité, peut présenter des situations plus ou moins différentes selon qu'on est dans une localité où, effectivement, le travail en collaboration a été bien nuilé entre les acteurs du GTC et le conseil local. L'autre aspect que le maire a souligné et que je confirme effectivement, c'est que le GTC peut être bien une alternative dans des situations difficiles. Et ça, nous en avons eu les preuves, aussi bien dans la zone de Tillabéri, mais également dans les d'autres zones où la question sécuritaire a été souvent évoquée comme pouvant être un frein pour les intervenants directs. Et du coup, c'est les communautés organisées autour du GTC qui assurent le relais et qui arrivent justement à faire le travail en termes de mise en œuvre des activités, mais surtout de collecte et de remontée de l'information pour justement une utilisation appropriée. Donc, autant d'éléments qui, à mon sens, ont été une réussite de la part du projet Régis Air, mais à mon sens, il y a un travail d'accompagnement à faire pour que, justement,
certains obstacles qui ont été identifiés sur le terrain, notamment en termes de capacité dans la mobilisation des ressources soient levés, en termes de bonne gestion de la mémoire institutionnelle de ces GTC, mais également en termes de renforcement de l'engagement du conseil local en direction du GTC, qu'il doit considérer plus comme un allié, moins comme un contre-pouvoir qui soit peut-être perçu comme un acteur qui peut empêcher d'atteindre des résultats. Donc, voilà quelques éléments de leçons apprises que nous avons relevées. On pourra revenir plus en détail dans les discussions, les questions que les uns et les autres pourraient poser. Et je pourrais donner des exemples concrets où les situations que je viens de décrire ont été observées. Encore une fois, félicitations à Régis CR et aux partenaires qui l'ont soutenu dans cette dynamique, mais surtout aux dynamiques locales d'avoir fait preuve, en tout cas, d'appropriation des initiatives et également aux conseils locaux de comprendre que les enjeux de développement local sont les enjeux que les communautés ont perçus et décident de porter à leur côté avec l'accompagnement des partenaires. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Diouf. Maintenant, nous allons vous faire projeter une vidéo. Et à la suite de cette vidéo, nous allons essayer de répondre aux questions, aux pré-questions, aux questions qu'on avait posées à l'inscription. On en a pas mal. Bon, je vois qu'on est un peu en retard hein, par rapport à notre planning, mais ce n'est pas très grave. Bon, pour les questions maintenant en ligne actuelle, on en a 4 pour le moment. Bon, je vous encourage à poser vos questions. Et ensuite, après la vidéo, on va aller aux premières séries de questions. Oui, il n'y a pas de son. aikin da aka dorawa a sai zai kenan ayyukan da suka dace kenan abubuwan da za su kama wa karkara ko da za su taimaka maka ta hanyar aikin hannu ne kasuwa ko wani kasisai idan lokacin wahalar shi ko kuma lokacin daɗin shi na aiki na wahala ne lokacin da shi ne na mutum wa su shawara su ba da shawarwari na cikin gari kuma ba su shawara su ba mutane.
kenan ta wajen wanda muke samun saurin samun taimako da ita JTC tana tsakanin mutanen karkara da hukuma da kuma masu hannu da shugaba. Tout le monde, c'est comme c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc, ou même s'ils existaient, c'est sous d'autres formes qui ne sont pas structurées. Et maintenant, avec la structuration, maintenant, tout est question maintenant de concertation. To ta hanyar shi muke samun bayanan mu yaki da matsalolin da tun kafin su faru kuma sun faru har lauka matakan da muka dauka musu. Ci gaba da kuma babban da yanci haɗin kai. To gaskiya a cigaba da muka ci a wajen tsafta lalle kamar yadda muka yi zamanin nan na farko yadda muke yi duk wannan shara da muka soma ta cikin gida da titina da wajen gida kuma kashi na yara daga bayan gida zuwa cikin gida yara ba sa yi salanku mun gina wannan gida kowane gida akwai salanku cikin shi to shi ne anan ka zama gani project Regis ta kawo mana fasahohi wanda muka ci gaba akan harkar tsafta shi ne sai ta mana idan muka tsaya sai Allah kuma ke taimake mu yanzu akan wannan tsafta ta mu muke yi cutoci haka na gari sai Allah ya haka masa da su to kenan wannan tsafta da muke yi wannan shara da muke yin ta akwai inda muke zuwa muna zuba ta kamar ramunin da ake na compost rubun take da to ya rubuce mu dauka mu kai gona ko muna tsammanin har yara ma wanda an Allah ya samu kamar su muna tsammanin za su ci gaba da wannan aiki Gaskiya muna ko a gaba muna tsammanin matsala ta samu Allah ya yarda cikin jin abin zani ma insha Allah Merci beaucoup. Je dirais Nagode pour mes amis du Niger et Barka pour ceux du Burkina. Alors, nous allons passer maintenant aux pré-questions, aux questions qu'on avait reçues à l'inscription, vraiment, à l'enregistrement. Et j'aimerais poser les deux premières à Lawali, Abdelrahman Lawali. La première, c'est comment avez-vous identifié les groupes communautaires qui ont formé les groupes citoyens, les groupes de citoyens? Quels processus d'engagement au pluriel ont été utilisés? L'inclusion dans les groupes de travail citoyen, à la fois les pièges et les opportunités. C'est une question qui nous vient de nos amis de l'USAID, Suzanne Polo Bruto et Andrew Friedman. Ça, c'est l'autre première question. Lavali, je vous laisse le temps de répondre à ça avant de donner la deuxième question. Merci bien, M. Ndiaye, pour ces questions combien de fois pertinentes, hein, j'allais les dire. Je vais regrouper les deux petites sous-questions pour répondre à travers mon argumentaire. C'est-à-dire, comment avez-vous identifié les groupes communautaires qui ont formé les groupes de travail citoyen et quels processus d'engagement ont été utilisés? D'abord, je commence par dire que il faut d'abord revoir voir le processus à partir de l'étape village, c'est-à-dire au niveau communautaire. Puisque le groupe de travail citoyen est une plateforme, comme on l'a dit tout à l'heure, participative et inclusive des comités de locaux de développement pour le Niger et conseil villageois de développement pour le Burkina Faso. Mais avant d'arriver à là, nous avons procédé avec une étape première, si j'allais dire, en science, c'est-à-dire par les comités locaux, la mise en place d'abord de comités locaux de développement et des conseils villageois de développement au niveau communautaire, c'est-à-dire dans les villages. Pour les cas, de toute façon, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, même si au Burkina, il faut les rappeler, il y a des textes qui encadrent la création et la mise en place, le fonctionnement des comités villageois de développement qui sont une échelle administrative. Monsieur le maire est là. Donc, mais de toute façon, que ce soit au Niger, que ce soit au Burkina, il faut comprendre que les comités locaux de développement, tout comme le comité villageois de développement pour le Burkina,
C'est une plateforme des organisations communautaires du village. C'est une plateforme des forces vives du village qui se retrouve au sein d'une structure qui s'appelle Comité villageois de développement et Conseil villageois de développement pour le Burkina. Donc, voilà comment les membres qui vont animer le bureau du GTC sont identifiés. C'est-à-dire, à la base, dans les villages, c'est vraiment des forces civiles qui sont là et qui disposent d'un certain nombre, qui remplissent un certain nombre de critères auxquels la communauté, les villages a reconnu et leur fait confiance. Et c'est de cette manière que le groupe de travail citoyen, est mis en place. C'est-à-dire quoi? Ce sont les villages qui se réunissent en assemblée générale, qui mettent en place les bureaux du groupe de travail citoyen. Et ça s'est fait en assemblée générale. Et ça s'est fait aussi suivant un processus qui se déroule sur plusieurs jours, avec bien évidemment l'accord des membres qui sont les comités locaux de développement, qui sont les comités villageois de développement et évidemment l'institution communale qui est d'abord d'accord pour qu'on mette en place le groupe de travail citoyen. Ça commence avec la phase préparatoire, il y a la phase de mise en place, il y a également la phase de validation du projet, des procès-verbaux et du règlement intérieur qui encadre le fonctionnement du GTC et l'installation ou la mise en place du bureau. Ça se déroule sur plusieurs étapes, mais toujours est-il que c'est vraiment un travail ou une mise en place qui s'est fait de façon participative et inclusive. Et que ce soit au niveau du CLDS, du comité local de développement ou au niveau du conseil villageois de développement, que ce soit au niveau du groupe de travail citoyen, les membres sont des membres qui ont l'aval du village, de la communauté qu'ils représentent. Il faut d'abord qu'ils aient cet aval-là. Donc, il faut qu'ils aient des qualités qui sont reconnues pour être dans des institutions telles que le comité villageois de développement, le conseil villageois de développement, ou qu'ils représentent les villages au niveau de l'Assemblée générale pour postuler et être membre du bureau du groupe de travail citoyen. Donc, voilà, Doudou, par rapport aux deux premières questions que vous venez de me poser. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, la deuxième question, elle a trait aux composantes d'intervention les plus prometteuses. Oui, donc maintenant, toujours par rapport, si vous me permettez, il y a une petite question. Être membre du GTC, quels sont les défis et les avantages? Donc, en termes d'avantages, être un membre du GTC, vraiment, c'est une occasion de renforcement des capacités avant. Ça renforce aussi la connaissance de la personne sur le milieu et son environnement. Ça, c'est des faits qui sont là, de par leur fonction dans le GTC, dans le groupe de travail citoyen. Ça élève aussi le statut de la personne. Ça fait partie des quelques avantages que le membre du GTC tire au sein du groupe de travail citoyen. Mais il y a aussi des défis. Les défis, c'est vraiment une fonction bénévole. C'est vraiment une fonction de sacrifice aussi, de don de soi. Et on n'est pas souvent maître de son temps, comme on l'a dit dans la présentation. Que très souvent, vous pouvez être sollicité par la communauté, par la mairie, ainsi de suite. C'est aussi une fonction qui a des risques. Le risque, c'est de ne pas pouvoir solutionner le problème exprimé par les communautés. Donc, ça, c'est un risque aussi. Maintenant, s'agissant de la deuxième question, les composantes d'intervention les plus prometteuses, donc, comme il a été dit par le maire de Barsalabo et quelque part par mes collègues panélistes, il y a un certain nombre de composantes, mais les plus prometteuses que nous avons recensées sont au nombre de 3. Il y a la coordination et le partage d'informations. Ça, c'est un domaine dans lequel les groupes de travail citoyens ont excellé. Depuis 2018, au niveau du projet, ce sont les groupes de travail citoyens qui ont pris la place de nos agents de terrain. C'est eux qui sont responsables de la pérennisation, de la mise à l'échelle des activités à succès au niveau communautaire. Ça, c'est un aspect important. Le deuxième aspect, c'est aussi la mise à l'échelle des activités. Là, ils ont excellé. De par leur composition et de par les compétences dont le groupe de travail citoyen dispose, il est à l'aise pour amener les activités dans des villages qui n'ont pas encore bénéficié des activités. Quand vous prenez, par exemple, l'activité en lien avec le passage d'actifs animaux,
Une fois que le village est servi, c'est le groupe de travail citoyen avec bel et bien l'appui ou la collaboration avec l'accord de la mairie qui amène l'équipe dans un nouveau village. Ils ont la maîtrise d'activités techniques pour amener ces activités dans d'autres villages. Et c'est ce qui fait que les activités continuent à se réaliser, même dans des communes où le projet a quitté, ça fait déjà 2 ans ou 3 ans. Il y a un dernier point, c'est la synergie d'action avec les autres acteurs et essentiellement le conseil municipal qui a donné des résultats à notre entendement. C'était des résultats concluants. Le maire de Barsalago a rappelé que les GTC appuient la commune dans la mobilisation des ressources. Les GTC appuient les communautés pour accéder aux biens aux services de proximité. Donc, voilà les 3 points que je peux dire par rapport au domaine dans lequel les GTC, le groupe de travail citoyen, ont excellé dans les 2 pays. Merci, M. Ndiaye. Merci, Lawali. Bon, nous avons à peu près 10 minutes pour répondre à 6 questions. Donc, soyez succinct, sinon je vais couper la parole 2 minutes par question. Oui, cette question vous est adressée. Comment avez-vous trouvé les activités des groupes de travail? Comment avez-vous géré les attentes? Et comment avez-vous mesuré le soft impact? Vous avez 2 minutes. Merci, monsieur le modérateur, monsieur Ndiaye. Donc, nous avons trouvé les activités des groupes de travail citoyen, des activités qui s'adaptent aux préoccupations et aux besoins des communautés, des communes et des autres parties prenantes. Et ce sont des structures qui opérationnalisent les structures communautaires et communales. Vous avez suivi avec attention, je suis sûre, ce que monsieur le maire de Barsalogo a dit. Cependant, comme monsieur Abdou Diouf l'a dit, et les activités en lien avec la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources de ces groupes de travail citoyen restent encore un défi. En ce qui concerne donc les attentes, la manière dont nous avons géré les attentes des groupes de travail citoyen, là, il faut notifier que ces attentes sont en lien avec les principaux défis de ces groupes de travail citoyen, notamment en termes de compétences, ressources humaines, en termes de finances et en termes de ressources matérielles et équipements. Par rapport aux ressources humaines, donc, nous avons abordé cette question avec des formations et avec l'aspect d'intégration des commissions spécialisées au niveau des groupes de travail citoyen qui donnent des conseils techniques et qui accompagnent dans la mise à l'échelle des activités. Il y a aussi l'appropriation de la démarche et de la planification, la démarche de la planification, la démarche de coaching aussi sur une base contractuelle et l'apprentissage par pair. Et nous arrive donc, au moins une fois, nous avons organisé des ateliers nationaux d'échange par pair. Et là, les différents groupes de travail citoyen ont appris l'un de l'autre. Par rapport aux ressources financières, donc là, il faut noter l'appui à l'élaboration d'une stratégie de ressources internes, et de mobilisation des ressources internes comme externes, et la catalysation de la collaboration avec d'autres partenaires, et aussi la structuration et la responsabilisation des membres du bureau par zone secteur pour minimiser les coûts. En ce qui concerne les attentes en lien avec les ressources matérielles et équipements, comme monsieur le maire de Barsalogo l'a dit, nous avons intercédé pour que les maires et les différents groupes de travail citoyen du local, notamment au sein de la mairie, et nous avons aussi appuyé à les équiper et à rétrocéder certains matériels et équipements. Merci beaucoup. Maintenant, pour monsieur le maire, je vais vous fusionner 2 questions qui sont complémentaires. La première, c'est vraiment la contribution des groupes de travail citoyen à la mise en œuvre des plans communaux de promotion de la résilience. Et ensuite, comment faire de sorte que les dirigeants locaux restent motivés pour se dépasser. Donc, leur contribution et la motivation des groupes de travail. Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci. Je vais commencer par répondre à la dernière question, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que les dirigeants locaux restent motivés. Alors, à ce niveau, je pense que un maire soucieux du développement de ses populations et soucieux vraiment de les sortir
de la pauvreté va rester mobilisé, en tout cas, pour travailler avec le groupe de travail citoyen. Parce que, comme je l'ai dit dans mon exposé, en tout cas pour ma part, le groupe de travail citoyen, en tout cas, est venu alléger, comme si c'est m'enlever l'épine du pied, parce qu'avec ce groupe de travail citoyen, d'abord, l'information passe avec la communauté et tout ce qui se passe au niveau de la communauté aussi, le conseil municipal est informé. Donc ça devait nous permettre vraiment de faire un travail sérieux, en tout cas à côté de nos populations pour les sortir de la pauvreté. Donc pour moi, en tout cas, il n'y a pas d'action exceptionnelle qu'il faut faire vers les gouvernements locaux pour être motivés en tout cas à travailler et aller dans le sens du groupe de travail citoyen. En tout cas, tous les maires qui ont vécu cette situation, en tout cas, sont d'office vraiment motivés pour non seulement accompagner ce groupe de travail citoyen pour qu'il puisse fonctionner comme il se doit, mais aussi faire des plaidoyers pour mobiliser les ressources afin que les plans d'action puissent être mis en œuvre. Merci, M. Labarre. Oui. Maintenant, j'ai une question pour M. Abdouf. Comment mesurer et évaluer la performance et l'impact? Quelles données leur semblent les plus utiles et quelles données importantes manquent? M. Diouf, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Oui, je pense que les données qui me semblent importantes à collecter et qu'on a cherché à voir lors de notre mission, c'était justement quels sont les outils de pilotage qui sont mis en place, comment est-ce que ces outils sont utilisés et suivis, et également, il est important également qu'on ait des données en rapport avec justement peut-être que l'idée c'est de renforcer, comme je l'ai dit, en rapport avec la mobilisation des ressources. Pour moi, c'est un aspect très important que nous devons maîtriser aussi bien de la part du GTC que de la part du conseil local, qui restent les deux acteurs majeurs qui doivent travailler en collaboration. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Hein? Oui, mais vous avez bien répondu, c'est bien. Donc, on passe à une question à Aïe avant la dernière pour tout le monde. Aïe, la stratégie de la durabilité des institutions locales. Quel exemple de financement à ce jour permettant de supporter les groupes de travail citoyen? Je crois qu'Aïe est là aussi. Merci, monsieur le modérateur. Donc, comme exemple de financement, nous l'avions dit, le paiement de cotisations et de parts sociales. Il y a les prestations de services aux partenaires qui interviennent dans la zone d'intervention des groupes de travail citoyen. Il y a l'appui aussi des communes. Nous avons dit qu'il y a beaucoup de communes qui ont inscrit une ligne budgétaire pour appuyer le fonctionnement, les activités des groupes de travail citoyen. Et enfin, il y a la diaspora. Dans beaucoup de cas, les groupes de travail citoyen ont pu mobiliser la diaspora pour pouvoir contribuer à la réalisation de certaines actions qu'ils ont prévues. Et voilà ce que je peux dire par rapport à ça. C'est très clair. Maintenant, une question pour vous tous, les 4 panélistes. C'est comment le projet a fait pour passer d'une échelle locale à une échelle nationale? Bon. Je ne sais pas, là, pour commencer. Oui, merci, M. Ndiaye. En fait, j'allais plutôt dire comment le projet a fait pour passer d'une échelle communautaire à une échelle communale. Puisque les GTC se trouvent à l'échelle communale. Voilà, et par rapport à cette question, dans la réponse que j'ai donnée, le processus qui part de la mise en place du comité local de développement et du comité villageois de développement au GTC, c'est exactement le même processus. Donc, le projet a un ancrage, au départ, il a un ancrage communautaire. C'est-à-dire qu'il a évolué au niveau communautaire. C'est à partir de là que le processus a commencé pour aller à l'échelle communale. Je vous remercie, M. Ndiaye.
Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un, monsieur le maire, vous voulez compléter ou bien quelqu'un qui peut compléter? Aïe? Il a dit l'essentiel. Hein. Maintenant, si la personne n'est pas satisfaite, elle peut. Moi, je suis satisfait, je suis d'accord avec vous. Bon, maintenant, nous avons à peu près 15 minutes pour les questions live, les questions en direct qu'on a posées. On en a à peu près, on en a quelques-unes, mais la première que je vais partager avec vous, c'est quelqu'un qui demande de partager avec les participants quelques cas pratiques où le GTC a produit des effets socio-économiques durables sur les jeunes et les femmes. Quelques exemples concrets. Bon, moi, en tant que quelqu'un qui a regardé de l'extérieur, ouais. En tant qu'évaluateur, j'ai été de Guy Dambouji. Il a été effectivement signalé que la reconstitution, par exemple, sociale du cheptel au niveau communautaire par le procédé du Habanai a permis effectivement de produire de hauts impacts socio-économiques au niveau de la communauté, notamment chez les femmes et également chez les jeunes. Donc, de ce point de vue, c'est un cas concret que moi, je citerai. Et un autre cas concret aussi que j'ai vu dans la zone, toujours au niveau de Seitenga, par exemple, il a été aussi dit, surtout ce leadership local dont les jeunes ont fait dans le GTC et qui a renforcé, à leur sens, leur positionnement en tant qu'acteurs du développement et leur crédibilité auprès du conseil local par la participation déjà à l'accroissement du budget du conseil local, parce que l'ayant accompagné à recouvrer un certain nombre de recettes, de taxes ou de redevances en direction auprès de certains opérateurs. Ça, c'est pour moi des exemples concrets que le projet a suscité sur le terrain. Voilà deux exemples que je noterai. Au-delà maintenant de tout le travail qui est fait au niveau des activités agricoles, d'élevage, etc. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur le Président, j'allais dire. Est-ce que Lawali et Aïe veulent augmenter quelque chose avant que je demande au monsieur le maire? Oui. Oui. Peut-être j'allais ajouter deux autres exemples, deux autres cas. Quand nous prenons au niveau de certaines communes au Niger comme au Burkina Faso, les GTC ont agi avec les plateformes d'agents prestataires de services pour créer des centres, des points de vente de semences et d'intrants qui avant il fallait venir soit à Ouagadougou ou soit à Niamey pour pouvoir s'en procurer. Donc ils ont fait en sorte que les communautés aient accès direct à ces semences et à ces intrants agricoles. Un autre exemple, c'est un lien surtout avec l'accès des femmes et des jeunes à la terre. Et surtout de disposer donc comment dirais-je, disposer du foncier, mais surtout disposer d'un acte formel de propriété ou de don, en tout cas un acte formel qui attribue et qui reconnaît la terre, donc qui reconnaît la femme et les jeunes comme propriétaires définitifs ou comme propriétaires pendant un temps donné par rapport à certains lopins ou certaines superficies de terre. Et là, d'emblée, ça permet donc à ces femmes et à ces jeunes de produire et d'apporter leur contribution socio-économique au niveau de l'agriculture et au niveau de l'élevage. Tout à fait. Un excellent travail a été fait au Burkina, même au Niger également, et ça a même abouti à un financement de l'USAID sous forme d'ASTER pour continuer ce travail-là que Régis avait commencé, pour vraiment que les femmes et les jeunes puissent avoir des titres de propriété sur les terres. Lawali, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, je voulais seulement ajouter aussi que l'autre cas qu'on peut citer en exemple, c'est le rôle que les GTC
les groupes de travail citoyen ont joué dans l'installation des entreprises des jeunes. Ils ont joué un rôle important dans l'identification et de l'accompagnement à la mise en place et même dans l'exploitation des entreprises qui ont été créées. Donc, ça aussi, c'est un exemple concret. Merci. Merci beaucoup. Monsieur le maire. Oui, merci bien. Moi, je voudrais juste ajouter qu'au niveau de l'impact, au niveau des communautés, grâce au groupe de travail citoyen, d'abord, il y a la prise de conscience des populations. Hein, c'est très important, les gens ont compris, ils arrivent à identifier et à prioriser leurs besoins et à être les premiers acteurs hein, de la recherche de solutions à leurs problèmes. Ça, c'est très important. Et aujourd'hui, nous voyons une certaine solidarité entre les femmes, les jeunes, en tout cas, à travailler ensemble. Si je prends un exemple, les paris villageois, eh bien, il faut se dire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes grâce à cette épargne qui arrivent à joindre les deux bouts, en tout cas, à mener des activités rémunératrices et ça a vraiment boosté le développement dans certains villages. Alors, en dehors de cela, grâce à l'impulsion du groupe de travail citoyen, chose qu'on voyait très rarement, il y a la gestion de la chose publique. Hein. On a vu des jeunes, grâce au groupe de travail citoyen, des jeunes du village qui se sont mobilisés pour, par exemple, réhabiliter, réparer les voies, hein, ramasser des cailloux pour réparer les voies, parce que tout simplement, ils ont pris conscience qu'il ne peut pas y avoir de développement sans leur implication. Et ça, c'est vraiment très important. Et ça fait qu'au niveau de nos communautés, en tout cas, beaucoup de gens aujourd'hui n'hésitent pas, en tout cas, à aller vers le groupe de travail citoyen ou aller vers le conseil municipal pour dire ce qu'ils pensent par rapport à des sujets particuliers et pour contribuer, en tout cas, à la vie de la communauté. Merci beaucoup. Donc, monsieur le maire, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, ce que je voulais dire, il y a une question qui était restée que je n'avais pas pu répondre. Oui, parce qu'il y a un participant qui avait demandé qu'est-ce que le groupe de travail citoyen a eu à faire concrètement pour la promotion de la résilience au niveau de notre commune. Il faut se dire que d'abord, ils ont fait un travail d'abord d'information. Hein. Il faut informer les populations sur la vie d'abord du conseil municipal, puis ramener l'information au conseil municipal selon les difficultés vécues dans tel ou tel village. Et cela a permis, en tout cas, à vraiment résoudre les problèmes cas par cas et surtout, on a pu prioriser les problèmes pour résoudre, surtout dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la santé et même dans le domaine de l'éducation. En tout cas, à ce niveau, le groupe de travail citoyen est en première ligne. Et pour, je pense, par exemple, à la gestion des ressources naturelles, grâce à ce groupe de travail citoyen, nous avons pu, en tout cas, respecter, les populations ont pu respecter tant soit peu la convention locale qui avait été élaborée, en tout cas par la communauté, et ça permet chaque fois de rappeler les différentes décisions qui ont été prises, et en tout cas la population est heureuse vraiment de respecter cette convention locale qu'eux-mêmes ils ont élaborée. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Nous avons maintenant moins de 5 minutes avant de finir nos questions-réponses. Il y a des questions qui peuvent être complémentaires. Hein. Je vais fusionner 3 questions et là, vraiment, je vais demander à monsieur le maire de répondre et aux autres de compléter. Bon, la question principale, c'est vraiment la motivation. Quelles sont les motivations financières, matérielles, psychologiques, notoriété durable des membres du GTC? Mais également, je vais y ajouter, bon, en moyenne, combien de membres compte un GTC, nombre d'hommes et de femmes. Bon, les revenus, c'est là la motivation. Et également, comment devient-on membre du GTC? Et comment aussi on perd cette qualité-là de membre du GTC?
Monsieur le maire, vous avez la parole. Merci beaucoup. Bon, par rapport à la motivation, à leur prise en charge, la motivation du groupe de travail citoyen, c'est comme M. Abdou l'avait dit, c'est pratiquement, c'est un travail bénévole. Hein. Ils n'ont pas une motivation directe, c'est-à-dire des perdièmes parce qu'ils font ceci, cela, ou des salaires. Hein. Ils n'ont pas cette motivation. Mais la motivation surtout se retrouve là où ce qu'ils arrivent à faire, hein, à faire gagner les populations de chacun dans son village. Et c'est ça qui est très, très important, hein, pour chacun d'eux. Ils se sont tous engagés, en tout cas, à accompagner les concitoyens, en tout cas, à aller vers le développement. Ça, c'est très important. Alors, par rapport à qui est membre du groupe de travail citoyen, il faut savoir qu'au niveau de notre commune, comme ça a été dit, les membres du groupe de travail citoyen viennent des conseils villageois de développement. Et dans ces conseils villageois de développement, chaque conseil de villageois a 12 membres avec des commissions spécialisées. Et généralement, c'est le président, hein, de ce conseil-là qui est membre du groupe de travail citoyen. Mais chaque président, chaque membre du groupe travaille en étroite collaboration avec son équipe pour tout ce qui concerne leur village. Alors, il y a bien sûr les jeunes, hein, qui sont représentés, les femmes qui sont représentées, les religieux qui sont représentés, il y a les coutumiers qui sont représentés dans chaque village. Et donc, tout ce beau monde-là, hein, se retrouve en assemblée générale, hein, pour échanger sur les activités, hein, de leur structure. En plus de cela, quand vous parlez de est-ce qu'il est, dans quelles conditions le groupe de travail citoyen peut être banni. Voilà, à ce niveau, il y a dans leur règlement intérieur, il n'y a pas un cas, il n'y a pas un article qui dit, bon, tel comportement te bannit du groupe de travail citoyen. Mais dans le comité exécutif, puisque ce sont des gens qui émanent des communautés, c'est le comportement de tout un chacun et c'est la communauté qui peut juger à un moment donné que tu n'es plus, hein, que tu ne peux plus jouer ton rôle de par ton comportement. Hein. Ce n'est pas au conseil municipal ou bien au comité exécutif de bannir quelqu'un parce que il a fait ceci ou il a fait cela. C'est la communauté qui juge, hein, qui décide et qui décide que tu ne peux plus le représenter ou bien que tu peux le représenter. Oui, mais monsieur le maire, il y a également le fait qu'ils sont élus. Hein. C'est très démocratique et puis ce n'est pas des mandats présidentiels à vie. Hein. C'est 2 mandats, je pense, un mandat. Oui, bien donc, sûr. Ce n'est pas des gens qui sont là en permanence. Ça répond à une question que quelqu'un a posée. Oui. Le comité, le groupe de travail, il est là, mais les membres, ils sont élus pour un mandat ou 2 mandats et ensuite on les change. Hein. Il y a vraiment une bonne démocratie à la base. Exactement. Puisque c'est comme l'a dit, le conseil même villageois de développement a un mandat. Et ce mandat, c'est généralement 3 ans. Hein, c'est 3 ans. Et au niveau du groupe de travail citoyen, le comité exécutif aussi a un mandat. Mais cela veut dire que si tu es membre du groupe, du conseil villageois, hein, tu es d'office membre du groupe de travail citoyen. Mais au niveau du conseil, il y a un comité exécutif, hein, qui est à la tête de ce groupe de travail citoyen. Merci beaucoup. Donc, nous sommes à 5 minutes de la fin de ce webinaire. Vraiment, je suis satisfait, très, très satisfait même de ce webinaire-là. Et j'ai beaucoup apprécié le travail que JCR a fait, surtout dans ce domaine. Maintenant, si je peux lancer un appel, c'est vraiment la communauté des partenaires de mise en œuvre de l'USAID, notamment pour RISE 2, vraiment de bâtir sur ça, de s'inspirer de ça, mais surtout de bâtir à partir de ça, de travailler sur ça. Vraiment, Koulouza vous a laissé un outil extraordinaire, un outil formidable
qu'il faut vraiment renforcer. J'ai été émerveillé. Au niveau de Tilaberi, j'ai visité un comité villageois de développement, mais le système de suivi et évaluation est tellement puissant, tellement fort. C'était très clair. Il avait des objectifs clairs, les résultats qu'ils ont eu par trimestre, les écarts, pourquoi ces écarts-là, c'était extraordinaire. On était émerveillés, je te jure. Je ne sais pas si Kosomi est en ligne, mais j'étais avec lui, on était émerveillés. Et c'est quelqu'un qui est un analphabète. Il n'a pas fait l'école, il a juste fait des formations d'alphabétisme. Et vraiment, c'était extraordinaire. Maintenant, je vais laisser la parole à Bill pour clôturer vraiment le webinaire. Merci beaucoup. Bill, vous avez la parole. Merci, Doudou. Rebonjour tout le monde. J'espère que vous avez trouvé cette discussion intéressante et que les leçons apprises lors de Régis-ER vous seront utiles dans vos fonctions respectives. Régis-ER, projet phare de l'initiative RISE de l'USAID, a jeté de bases solides pour l'avenir, non seulement pour la phase 2 de RISE, mais aussi pour tout autre acteur interne ou externe concerné par la résilience au Burkina Faso, au Niger et dans la sous-région. Permettez-moi de faire une petite réflexion personnelle sur le projet Régis-ER. Nous avons connu de nombreux succès et quelques échecs au cours de cette année de mise en œuvre du projet. Je suis particulièrement fier de ce que suit. 1. Les bonnes perspectives de pérennisation des acquis grâce à notre stratégie de durabilité qui a été basée sur les institutions locales au niveau communal et communautaire. C'est la durabilité de nos interventions qui va déterminer si, oui ou non, Régis-ER aura réussi. Nous sommes optimistes là-dessus. 2. L'autonomisation des femmes était au cœur de la vaste majorité des activités du projet. Au niveau individuel, on trouve des femmes qui, en tant qu'agents prestataires de services, incarnent la résilience. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Monsieur le Haut-Commissaire de l'initiative 3N au Niger et Monsieur le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydro-agricoles au Burkina qui l'ont dit lors du lancement de la phase 2 de RISE dans leurs pays respectifs. Suite au témoignage de Mme Maïmouna Amadani, nigérienne, et de Mme Alimata Korogo, burkinabé, toutes les deux agents prestataires de services. Dans les deux cas, l'autonomisation économique a favorisé par la suite leur autonomisation sociale. Au niveau collectif, le projet a mis en place les conditions nécessaires pour l'autonomisation des femmes dans les groupes mère à mère, les groupes récupération biologique des terres dégradées, les groupements des femmes autour des jardins communautaires et oasis, le Habanaye, etc. 3. L'agriculture de conservation était l'activité technique phare du projet pendant les premières années et la phase de mise à l'échelle. Ce système de production résilient constitue une option valable pour les producteurs confrontés par le grand défi du changement climatique. Même si l'agriculture de conservation contient des aspects importés, rappelons-nous que le zaï, une technique culturelle traditionnelle originaire de l'Afrique de l'Ouest, fait également partie intégrale de ce système. C'est pour dire que Régis-ER a toujours cherché à bâtir ses interventions sur l'existant et cette approche a fait ses preuves. 4. En ce qui concerne la Habanaye, l'innovation importante que Régis-ER a apportée à cette activité traditionnelle d'entraide et de lutte contre la pauvreté
était la prise en main de la gestion de l'activité par les institutions communales et villageoises, dans le but de la pérenniser. Bref, le Habanaye est un parfait exemple de l'intégration au sein d'une seule activité des trois composantes du projet: les moyens de subsistance, la gouvernance locale et la nutrition. Je ne saurais pas conclure aujourd'hui sans remercier très sincèrement notre modérateur, M. Doudou Ndiaye, du Bureau régional de l'USAID au Sahel, et nos quatre panélistes, M. le maire de la commune rurale de Barsalago au Burkina Faso, M. Abdou Diouf, juriste environnementaliste et consultant indépendant, Madame Aïe Abachi, directrice technique du Régie-sur-Air, et M. Abdurrahman Lawali, expert en gouvernance et en institutions locales de Régie-sur-Air. Et merci à vous tous d'avoir assisté à ce webinaire. Au revoir. Merci, merci, au revoir. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.